Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si ça va pas, j'espère que ça ira vite mieux. Récemment, j'ai vu deux vidéos faites par des youtubeurs américains que j'adore, Sloan et Natalia Taylor, sur l'entreprise Playboy et tout ce qui se cache derrière cette entreprise, mais notamment son fondateur, Hugh Hefner. Non, on dit pas Hugh Hefner, on dit Hugh Hefner. Et ils m'ont donc donné envie de faire une vidéo sur le même sujet parce que j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je me suis donc plongée dans les tréfonds de Playboy. Je peux vous dire, c'est pas ouf, pendant mes recherches, j'ai souvent fait cette tête là, genre... Mais on va pas aller trop vite. Encore une fois, avant de commencer la vidéo, je me dois de tout particulièrement remercier mes abonnés. Merci d'être là pour ta fidélité et ton soutien. Ça me fait trop plaisir, franchement, heureusement que t'es là. Et si jamais c'est la première fois que tu vois ma tête, déjà enchantée, la base. J'espère que la vidéo te plaira, te divertira, et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout t'abonner. Et maintenant que ma propagande est terminée, il est temps pour vous et moi de se poser et de discuter de la vie et de l'œuvre de Hugh Hefner, Playboy. Hugh Hefner est né le 9 avril 1926 à Chicago, aux États-Unis, dans une famille très protestante où les preuves d'affection coulaient pas à flot, quoi. Il y avait pas trop de bisous et pas trop de câlins. Hugh grandit donc à Chicago dans une famille de classe moyenne, mais pendant la période qu'on appelle malheureusement la Grande Dépression. Petit rappel d'histoire suite au krach boursier de 1929. Donc c'est la hesse, c'est la crise. Déjà enfant, Hugh il a le seum parce qu'il a vraiment l'impression d'avoir raté la grosse ressoie du siècle, c'est-à-dire les années folles, les années 1920. Bah oui, normal, il est né en 1926. Son quotidien l'ennuie beaucoup. Il essaie donc d'y échapper via les bandes dessinées et notamment le cinéma. D'ailleurs à cette époque, les actrices les plus glamour d'Hollywood sont très souvent blondes platine. Ce qui, on va le voir, va clairement impacter les futures préférences du petit Hugh en termes de femmes. À la fin du lycée, Hugh se fait recal par une meuf au profit d'un autre mec, et à partir de ce moment-là, il va décider de se réinventer. Il va commencer à s'habiller de manière un peu plus cool et il va commencer à dire aux gens de l'appeler F. F fait tout ce que lui ont demandé de faire ses parents, il fait notamment des études, il va à la fac où il rencontre sa future épouse Mildred. Puis il part quelques temps à l'armée et lorsqu'il revient, tout prêt à épouser Mildred, il apprend que cette dernière a une liaison. Gros coup dur pour F qui en plus raconte que lui n'avait connu qu'elle et lui a toujours été fidèle. Et comme à cette époque le divorce mieux vaut éviter, surtout dans la famille de F, Mildred et lui décident de rester ensemble et de continuer d'essayer d'avoir une vie de famille. Ils auront notamment 2 enfants et donc Hugh Hefner est en plein dans une routine d'adulte. Il est papa, il est maintenant rédacteur publicitaire pour le magazine Esquire et au fond il est pas heureux. Il se rend compte que ça c'est ce que ses parents voulaient pour lui et il a beau se dire que c'est ça les responsabilités d'adulte, travailler, avoir des enfants, tout ça, en vrai ça le fait chier et il veut absolument pas avoir la même vie froide et monotone que ses parents. Alors au début des années 50, lorsque Esquire lui refuse une augmentation de 5 $, et ben F il décide de démissionner et de créer son propre magazine. Un magazine qui célébrera les plaisirs de la vie. Bon, avec une perspective très masculine hein, qui est la sienne. Le magazine aborde beaucoup la question de sexe hors mariage, ce qui à l'époque était ultra tabou. F racontera même qu'à l'époque des personnes pouvaient se suicider tellement c'était la honte lorsque les gens apprenaient que t'avais pu fricoter avec quelqu'un avant de te marier ou que malheureusement t'étais tombée enceinte, pareil, avant de te faire passer la bague au doigt. Donc son envie est de décomplexer la sexualité, de rendre le sexe normal, pas sale ou encore moins pernicieux. Et forcément dans une Amérique totalement puritaine où on va pas se mentir, c'était pas en 2-3 clics que tu pouvais voir des gens tout nus faire un peu tout ce qui t'intéresse, et ben le magazine Playboy est dès le départ un énorme succès. En 1959, il divorce de sa femme Mildred et commence à officiellement vivre la vie de Playboy. En termes d'audience, le magazine est principalement lu par des jeunes hommes âgés entre 25 et 30 ans et qui ont des revenus au-dessus de ceux de la classe moyenne. Et en fait, c'est ça le lifestyle que le magazine s'efforce de vendre. L'image d'un Playboy, c'est donc un homme élégant, cultivé, ambitieux, qui aime les femmes et les plaisirs de la vie. Le sport, le sexe, l'alcool et les cigares. Mais ne vous y trompez pas, un lecteur sur 4 est quand même une femme. Et même si en page centrale on retrouve toujours une très belle femme totalement nue, le magazine connaît aussi beaucoup de succès pour ses articles et ses interviews. Et oui, parce que Hugh Hefner et Playboy ont grandement aidé à rendre la société américaine plus ouverte et moins honteuse sur des sujets totalement tabous, comme on a déjà pu le voir le sexe hors mariage, mais également l'homosexualité, l'avortement ou encore les droits civiques aux États-Unis. Donc Playboy c'était quand même un magazine en avant sur son temps, précurseur
bizarres et audacieux. Ils ont par exemple fait paraître une interview de Malcolm X ou encore des nouvelles de l'écrivaine féministe Margaret Atwood. Pour pouvoir travailler un maximum sur le développement de son empire, F n'hésitait pas à se droguer afin de rester actif plus longtemps. I also suspect that there wouldn't have been a bunny empire if I hadn't been taking the Dexedrine. I used it as a fuel for that workaholic part of my life. Quand je vous dis que c'était un énorme succès, c'était un énorme succès. Hugh Hefner c'est devenu une star, il voyageait partout dans le monde en jet privé, logotypé Playboy. Toutes les stars de l'époque allaient dans son club ou faisaient la fête dans son manoir de Chicago. Néanmoins, le magazine et l'idéologie Playboy, car oui, c'est un art de vivre, repose quand même sur l'exploitation des femmes depuis le début. Le premier numéro fut un énorme succès, vendu à plus de 50 000 exemplaires. C'était quand même un exploit parce que Hugh Hefner avait très peu d'argent. Il a commencé son magazine avec le peu de sous qu'il avait de côté et un petit peu d'aide de sa mère. Mais si c'était dès le départ un énorme succès, c'était notamment grâce à sa couverture qui promettait des nudes de Marilyn Monroe. En fait, F, il a toujours eu une obsession pour Marilyn. Clairement, il l'idolâtrait. Il réussit à trouver les photos de Marilyn et les acheta pour 500 $. Et à savoir que Marilyn, lorsqu'elle a fait les photos, elle avait été payée 50 $ pour réaliser ce photoshoot. À l'époque, on était en 1949, elle était pas du tout connue et elle était en galère de thunes. Devant faire des réparations pour sa voiture, elle décide de poser pour ses photos, histoire de se faire un peu d'argent. Elle signa même les photos Mona Monroe en espérant un peu brouiller les pistes parce que elle avait honte et elle avait pas envie que ses photos ressortent plus tard. Et en 1953, l'année où parut Playboy pour la première fois, Marilyn, elle est devenue la star qu'on connaît. Elle vient de jouer dans Les hommes préfèrent les blondes et Comment épouser un millionnaire, tous deux sortis en 1953. Et forcément, Hugh, en bon homme d'affaires qu'il est, il a voulu capitaliser sur le succès naissant de Marilyn. Et n'a donc pas une seule seconde hésité à exposer ses clichés aux yeux du public, ce qui aurait pu totalement détruire la carrière de Marilyn Monroe, ce qui heureusement ne fut pas le cas. Au contraire, Marilyn dira même que ça a boosté sa carrière, mais elle dut quand même s'excuser pour ses clichés et sera la seule à ne pas bénéficier financièrement des revenus engendrés par ses photos. Et puis elle aura ni excuse, ni un merci de la part de Hugh Hefner ou de Playboy. D'ailleurs, ce dernier réitérera la chose avec Madonna en 1985, ou encore l'animatrice télé Vanna White en 1987. Cette année-là, Vanna fit la couverture du mois de mai, mais encore une fois sans son consentement. À cette époque-là, on pouvait la voir dans l'émission La Roue de la Fortune, donc une émission familiale, et donc Vanna White avait ultra peur que ses photos soient rendues publiques, parce que ça pouvait littéralement détruire sa carrière à la télé américaine. Les photos remontaient à 1982, une année où Vanna venait d'arriver à Los Angeles et n'avait pas assez d'argent pour payer son loyer. Lorsqu'elle a eu vent que Hugh Hefner avait acheté les photos pour les faire paraître dans Playboy, elle aurait supplié de ne pas le faire. Et je vous ai un peu spoil, mais il les a publiés quand même quoi. Vanna l'a donc attaqué en justice pour 5 millions de $, avant finalement d'abandonner les poursuites. Comme Marilyn, elle dut présenter ses excuses, cette fois-ci à la télévision, pour ses photos. Et en fait, ce que je trouve ultra dommage à chaque fois dans ces histoires, c'est qu'elles avaient pas à s'excuser. S'il y avait quelqu'un qui devait bien s'excuser, c'est Hugh. Parce que, encore une fois, elles essayaient juste de s'en sortir dans un monde où, parfois, vendre son corps, c'est de l'argent facile et rapide. Et pour revenir sur son étrange obsession avec Marilyn, parce qu'en plus, heureusement pour elle, j'imagine, ils se sont jamais rencontrés, Hugh Hefner acheta en 1992 pour 75 000 $, l'emplacement juste à côté de celui où repose Marilyn Monroe. Il dira même en 2009 que passer l'éternité aux côtés de Marilyn était une opportunité trop alléchante pour la laisser passer. Donc même dans sa mort, le gars ne la laisse pas tranquille. Je crois qu'on peut lui décerner la médaille du plus gros forceur ou du plus gros relou du monde. Mais lui s'est toujours défendu en disant qu'il avait beaucoup fait pour les femmes, c'était un peu de l'empowerment. Sauf que dans les années 60, la journaliste et féministe Gloria Steinem décida de s'infiltrer en tant que serveuse dans un des clubs Playboy. Car vraiment, l'entreprise Playboy, elle était au summum dans les années 60 et 70. Et Hugh avait même créé les clubs Playboy, donc au final des bars à hôtesses, où les hôtesses sont, comme on le sait à peu près tous, déguisées en lapines, en clin d'œil au logo Playboy, qui
qui est un lapin. Donc c'était le parfait endroit lorsqu'un gentleman et un businessman avaient envie de se détendre ou d'avoir une bonne conversation avec ses collègues ou ses bros. Et donc dans son article A Bunny's Tale sorti en 1963, Gloria, elle survend pas trop ce taf. Son infiltration a duré à peu près un mois et à cette époque-là, Gloria Steinem était âgée de 28 ans. Sauf que dans l'annonce qu'elle a vue passer dans le journal pour recruter ses bunnies, il fallait avoir entre 21 et 24 ans. Voilà, parce qu'après t'es périmée. J'imagine. Bref, de toute façon, elle décide de mytho, elle est pas là pour être elle-même. Donc elle troque son nom et dit qu'elle s'appelle Marie et invente aussi qu'elle a 24 ans. À savoir que dans l'annonce dont je vous ai parlé, il était également précisé que pour le taf de bunnies, les femmes pouvaient espérer entre 200 et 300 dollars par semaine. Ce qui, maintenant, équivaudrait à 1700 dollars par semaine. Et tout ça à une époque où beaucoup de femmes ne travaillaient pas ou alors ne pouvaient pas gagner autant d'argent, clairement. Donc j'avoue, si à l'époque t'as 22 ans, ça peut être une super opportunité, surtout si t'aimes un peu l'univers glamour, ou encore si t'as espoir de devenir mannequin et notamment une playmate, celle que l'on voit dans le magazine. Bon, déjà Gloria commence par raconter dans son article que la recruteuse lui a très vite fait comprendre que à 24 ans, vraiment, t'as 24 ans? Donc au début, Gloria elle stresse parce qu'elle se dit oh là là, elle va cramer que j'en ai 28. Ce que la meuf lui dit juste non, parce que c'est quand même horriblement vieux, 24 ans. Mais alors en plus de ça, les bodys, ils sont tellement serrés que les bunnies les craquent lorsqu'elles éternuent. Elles n'ont pas le droit de venir travailler lorsqu'elles sont enrhumées, à cause de ça. Mais elles sont également obligées de travailler avec des talons de minimum 7 cm. Et on leur remet également un petit livre qui au final est leur bible, avec des règles à ne pas enfreindre, sous peine d'avoir des mauvais points qui leur coûteraient de l'argent. Par exemple, elles devaient toujours être irréprochables sur leur apparence. Le maquillage, il devait être en flic, les oreilles de lapin aussi, la petite queue en pompon aussi. Évidemment, fallait pas que les sous-vêtements dépassent. Elles n'avaient pas non plus le droit de manger pendant leur service et ce dernier pouvait durer jusqu'à 12 heures d'affilée. Ah, il y a aussi un autre truc qui me fait rire dans cette bible, c'est qu'elles devaient faire en sorte que les opinions des clients aient l'air ultra importantes. Waouh Brad, dis-moi en plus sur ton taf dans l'import-export. Non franchement, t'es trop intelligent, vas-y dis-moi en plus. Et puis même si à l'époque ou encore aujourd'hui beaucoup pensent qu'au final ces femmes étaient des travailleuses du sexe, pas du tout, il était bien écrit dans leur bible qu'elles ne devaient même pas donner leur nom de famille aux clients et ne jamais dater qui que ce soit rencontré au club, employé comme client. Parce que sinon le club pouvait perdre sa licence s'il y avait ce genre de choses. Et elles avaient grandement pas intérêt à le faire parce que apparemment Playboy engageait une entreprise de détectives privés pour suivre ses bunnies en dehors du taf et s'assurer qu'elle ne sortait vraiment avec aucun mec rencontré dans le club. Mais bon, il y avait quand même des exceptions pour ceux qui avaient en gros la clé VIP quoi. Les clients qui ont la clé VIP, là tu peux sortir avec eux. Donc est-ce qu'on pourrait parler d'objectification, de femmes trophées? Non parce que bon, en plus c'est pas comme si elle perdait toute humanité parce qu'elle s'était déguisée en lapin, tu vois. The day that you were willing to come out here with a cottontail attached to your rear end. Bref, pour résumer l'article de Gloria, c'était pas ouf comme taf. Et elle raconte également que c'était pas vraiment un taf enrichissant, tant en termes de thunes, parce qu'au final le club prenait la moitié des pourboires que tu pouvais te faire, et tu payais quand même pas mal de taxes sur ton super salaire de départ. Mais surtout, tu te faisais exploiter à longueur de journée et lourdement draguer par tous les mecs présents. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment vu comme un des meilleurs tafs que tu pouvais avoir en tant que meuf. C'était glamour, c'était fascinant. Mais bon, là je vous ai parlé de l'exploitation des femmes, mais je vous ai pas encore parlé de l'exploitation de jeunes filles. Parce que y a un peu de ça aussi. Notamment avec l'une des playmates les plus jeunes de l'histoire de Playboy, Elizabeth Ann Roberts, qui était seulement âgée de 16 ans lorsqu'elle fit un photoshoot pour Playboy. Et ça s'est passé en 1958 et la mère d'Elizabeth était d'accord, sinon ça aurait pas pu se faire. Le photoshoot était même titré Schoolmate Playmate, parce que carrément on joue sur le fait qu'elle aille encore à l'école. Ça me dégoûte. Ah oui, parce que sa mère avait signé une note comme quoi elle avait 18 ans. Et sauf que bon, heureusement, déjà à l'époque, c'était pas super normal, l'État a attaqué en justice Hugh Hefner et la mère d'Elizabeth. Et puis comment ça s'est fini? Alors Hugh Hefner, il lui est rien arrivé, parce que apparemment on n'a pas pu prouver qu'il était au courant de l'âge de la gamine, même si le photoshoot s'appelle Schoolmate.
Et bah pour Elizabeth Ann, bah c'était la case prison hein, pendant 15 jours parce qu'elle avait refusé de répondre au juge sur une question concernant son âge et les photos de nu. Donc je pense qu'elle devait essayer de protéger Hugh Hefner parce qu'au final, après toute cette histoire, bah, elle est devenue une des bunnies du club de Chicago. Mais bon, ça encore c'est rien à côté de l'histoire de l'actrice et mannequin Brooke Shields en 1975 qui, elle, est apparue dans un des magazines affiliés à Playboy, Sugar and Spice, lorsqu'elle était âgée d'uniquement 10 ans. Excusez-moi, c'est par où qu'on vomit? C'est là. Là aussi, hein, la mère de Brooke était d'accord pour qu'on prenne sa fille de 10 ans en photo, toute nue, dans une baignoire, maquillée comme Jaja et couverte d'huile. Donc là, on peut dire que c'est absolument pas normal, que Hugh Hefner était au courant, mais que... vas-y, ça passe quoi. Hugh Hefner était également poteau avec Roman Polanski, ce bon vieux Polanski. Bref, un an après l'apparition de ces photos, la mère de Brooke Shields, je sais pas, elle a eu une illumination, elle s'est peut-être rendu compte que c'était pas normal, et elle a voulu du coup attaquer en justice le magazine. D'ailleurs, fun fact, le photographe s'appelait Gary Gross, donc ce qui en anglais veut dire dégoûtant. Ça lui va plutôt bien. On peut dire que ça lui va bien. Bon bah au final le juge n'a pas donné raison à la mère de Brooke Shields parce qu'elle avait signé, elle était d'accord. Il est de toute façon de notoriété publique qu'Ef a toujours aimé les femmes jeunes. Il suffit de voir l'historique de ses nombreuses conquêtes qui ne dépassent jamais l'âge de 30 ans. Donc avec tout ça on peut quand même se dire que Hugh Hefner était un gros dégoûtant et pourquoi alors était-il idolâtré pendant des décennies par des hommes comme par des femmes hein. Parce que Hugh Hefner était sympathique, charismatique et il est vite devenu un symbole de l'American Dream. Sa vie était remplie de fêtes, d'argent, de stars et de jolies jeunes femmes prêtes à tout pour être près de lui. Ce qui, pour beaucoup, est synonyme de succès. Et pour éviter les critiques, il se disait au début lui-même féministe. Mais lors d'une interview en 2009, il raconte quand même qu'il est plus humaniste que féministe et qu'il a dû s'éloigner du mouvement féministe lorsque celui-ci est devenu anti-sexualité. Parce que pour lui, adhérer pleinement à sa sexualité, bah ça fait partie de la liberté, hein, pour lui. Là pour l'instant on est d'accord. Sauf qu'après il dira quand même, qu'est-ce qu'il y a de mal à célébrer les femmes en tant qu'objet sexuel? Est-ce que c'est pas ça la vie? What the fuck? Si les femmes n'étaient pas des objets sexuels, bah il y aurait pas de prochaine génération. Les femmes sont des objets sexuels. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des êtres humains. Heureusement qu'il est là. Non parce que j'avais un doute. Être un objet sexuel et être désiré donne aux femmes un gigantesque pouvoir. C'est ce qui fait tourner le monde. Alors, oui mais non. En vrai c'est ouf parce que je comprends ce qu'il veut dire, je vois ce qu'il veut dire, mais ça va pas. En tout cas non. Mais bon, il est temps pour moi de vous parler de la vie au manoir Playboy, le fameux manoir Playboy. Parce qu'en 1971, Hugh achète pour $1 million un manoir près de Beverly Hills, 29 chambres, à peu près 80 employés, de quoi se mettre bien. Et donc ce manoir Playboy, il va y vivre jusqu'à sa mort en 2017. Et bon bah forcément, c'est là où il y avait des soirées de dingue. Je crois que toutes les stars aux États-Unis ont déjà fait soirée au manoir Playboy. Et dans les années 2000, hein, tout le monde sait qu'il y vit avec plusieurs de ses petites amies. Parce que fuck la monogamie en fait. Et d'ailleurs, ce manoir et ses petites copines, on a pu les voir dans l'émission de télé-réalité Les Girls de Playboy sur MTV ou également sur E! De 2005 à 2010. Mais apparemment c'était loin d'être le paradis parce que bon maintenant on est des années plus tard et que à peu près toutes les playmates qui ont vécu là-bas ont sorti un livre. Et oui je sais que certaines personnes vont me dire bah évidemment que c'était pas ouf en fait, c'est un peu de la prostitution donc ça va pas être cool. Mais je vous jure qu'à l'époque bizarrement plein de gens enviaient Hugh ou pouvaient envier les playmates avec qui il vivait, qui étaient donc Holly, Kendra et Bridget. Mais au final, tu te rends compte que cette cohabitation a plus des allures de délire sectaire, parce que t'as quand même la figure charismatique et paternaliste, mais également ses disciples qui sont totalement isolés du monde extérieur et dépendantes de ce fameux gourou charismatique. Et donc pour avoir la chance de vivre au manoir Playboy, bah fallait respecter quelques règles. Hein. Bon bah déjà interdiction de sortir après 21h. Interdiction de travailler. Par exemple, Holly Madison dut très vite abandonner son emploi en tant que serveuse lorsqu'elle a emménagé au manoir. Décision évidemment qu'elle a regrettée par la suite, parce qu'elle s'est rendue compte qu'au final ça représentait la fin de son indépendance. Elle n'avait également pas le droit de visiter leur famille en dehors de l'État ou ailleurs si ça leur chantait. Pas non plus le droit de trop fraterniser avec les autres employés du manoir, hein, parce que sinon Hugh était jaloux. F leur donnait quand même $1000 toutes les semaines en guise d'argent de poche, qu'elle
devait venir chercher tous les vendredis dans sa chambre, qui apparemment puait la mort parce que y avait plein d'animaux, genre toutes les meufs avaient le droit de ramener leur chien, leur chat, tout ce que tu veux. Parce que bah apparemment les chiens de Holly Madison n'étaient pas élevés pour vivre en maison apparemment, et faisaient leurs besoins un peu partout sur les tapis du manoir. Et bon, également pendant cet entretien où les jeunes femmes faisaient la queue pour avoir leur argent, Hugh Hefner en profitait pour faire le bilan, dire les plus et les moins de la relation. Souvent il reprochait aux filles de ne pas assez s'investir dans leur vie de couple, notamment vie sexuelle. Elles étaient dans l'obligation de teindre leurs cheveux blond platine, mais avaient le droit d'avoir recours à la chirurgie esthétique si elles le souhaitaient. Pas non plus le droit d'avoir sa propre voiture, hein, fallait emprunter une des voitures de Hugh si tu voulais sortir. F divisait pour mieux régner et manipuler les filles, par exemple en affichant clairement ses préférences. Holly Madison était sa petite amie numéro 1. Certaines avaient droit à un beau voyage pour leur anniversaire et d'autres non. Ce qui poussait les filles à toujours essayer de lui plaire. Et ce qui est triste du coup, c'est que presque toute sa vie, ce mec a profité de jeunes femmes dans le besoin financièrement. Parce que par exemple, Holly Madison, lorsqu'elle a emménagé au manoir, elle était à la fac, mais elle avait pas assez d'argent pour payer son loyer également. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des photos, à vouloir percer à Los Angeles. Et même dans son livre, elle raconte qu'au final, quelque chose qui était juste censé être temporaire et lui servir de tremplin pour une carrière dans le divertissement, se transformait en une vie ultra solitaire. Mais bon, en vrai, quand tu l'entends parler de sa relation avec Hugh, t'as surtout l'impression qu'elle était au final très atteinte du syndrome de Stockholm. Et toujours dans le livre d'Holly, la première fois qu'elle rencontra F, il lui proposa de la drogue, qu'on appelle Quaalude, et qui faisait un vrai carton dans les années 70. F aurait même dit à Holly qu'à l'époque, on appelait ça un thigh opener. Entendez par là un ouvreur de cuisses. Yes. Mais après, certaines des filles qui ont vécu avec lui estiment quand même que Hugh a fait beaucoup pour elle, hein, parce que je pense que la plupart voyaient ça comme un taf, comme une opportunité. Notamment Kendra Wilkinson racontera que pour elle c'était un peu comme un travail, et par exemple pour ce qui est des relations sexuelles avec Hugh, elle devait tout le temps être sous l'emprise d'alcool ou alors de thé vert, parce que sinon c'était trop dur pour elle. Quand je faisais mes recherches, je voyais des commentaires de gens genre ouais en même temps, elle savait qu'elle pouvait faire ça, elle pouvait partir, c'est pas si simple que ça. Parce que par exemple, Holly raconte que en 2003, elle a commencé à être très déprimée justement d'avoir un rythme de vie comme ça, où t'as pas le droit de travailler, où tu dois tout le temps sortir en boîte et tout le temps bourré et être en fait une potiche de service, hein, vraiment tu ne sers à rien à part à satisfaire les besoins d'un vieux vicelard. Et à ce moment-là, elle avait vraiment pensé à partir, sauf qu'elle avait trop peur du jugement des gens de l'extérieur, en mode voilà une de Playboy. Et ou même elle avait pu entendre des histoires d'anciennes petites amies de Hugh qui avaient décidé de partir et au final qui retournaient dans leur ville natale et devenaient parfois escortes ou ce genre de choses. Facile donc de se décourager et de se dire que le manoir et F ne sont pas si terribles que ça. Alors, mais qu'est-ce que devient en vrai Playboy? Toute cette philosophie, ce lifestyle, est-ce que ce serait pas la fin, un peu, hein? Dans les années 2000, tout le monde kiffait Playboy, même les gens de 13 piges, alors qu'on savait même pas vraiment ce que c'était, tu vois. On trouvait ça ultra glamour. Là, c'était à la même époque où MSN, les skyblogs, avec le logo Playboy partout. La belle époque. À ce moment-là, je me souviens que Playboy, c'était quelque chose, tu vois. C'est plus vers la fin des années 2010, à l'ère des sites gratuits pour adultes, MeToo, Balance ton porc, le body positivisme, que cet empire a plus de mal à trouver son public. Dans les années 2010, Playboy ne vendait plus que 800 000 exemplaires, alors que pendant son âge d'or, par exemple en 1975, il vendait quand même 5,6 millions d'exemplaires. En 2020, suite à la crise du Covid-19, le magazine décide de ne plus faire paraître de version papier, mais existe maintenant uniquement sur internet. Maintenant, il n'existe presque plus de club Playboy, ils ont en grande majorité tous fermé à la fin des années 80. Ils ont essayé d'en rouvrir un en 2017 à New York, mais ça a absolument pas marché. On va pas se mentir, Playboy, ça représente quand même une philosophie et une idéologie ultra vieillotte, qui certes pouvait paraître dans l'air du temps, mais en 1953 ou dans les années 70. Mais en vrai, ils arrivent quand même à s'en sortir. Par exemple, récemment, ils ont fait une collection avec Missguided. Ce sont maintenant les enfants de F qui dirigent l'entreprise Playboy, et on voit bien que leur enjeu principal est de moderniser le magazine et la marque. Par exemple, en 2017, le magazine mit pour la première fois en couverture une mannequin dit grande taille. Ils se sont également beaucoup diversifiés quant au physique de leurs playmates.
Ils misent beaucoup sur le merchandising et la vente de produits dérivés. Ils ont notamment une marque de vêtements et franchement quand je regardais j'étais à 2 doigts de craquer parce que c'est assez mignon. Ces dernières années ils essaient vraiment de se réinventer. On sent qu'ils essaient de toucher la jeune génération, donc heureusement on sort quand même des codes de la bimbo blond platine avec une très forte poitrine qui était vraiment la vision principale et les critères de beauté les plus mis en avant par le magazine qui a quand même énormément influencé la société américaine mais au final notre société également. Et bien que Playboy ait énormément fait pour la libération de la sexualité et d'autres causes progressistes, ça a quand même participé à l'hypersexualisation et notamment celle des femmes dans notre société depuis sa création en 1953. Parce qu'on parle tout de même d'un homme qui a bâti sa fortune, c'est-à-dire des centaines de millions de dollars grâce au corps nu des femmes. C'était pas le pire des bougs, mais bon comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ouais parce qu'en fait j'ai l'impression qu'au final Hugh Hefner c'était juste un gentleman proxénète, tu vois. Et en fait le problème avec Hugh Hefner et ses relations avec les femmes c'est qu'il y a toujours eu un rapport de dominant-dominé. Et dans ce scénario, la femme a toujours le plus à perdre. Par exemple des choses comme sa dignité ou parfois sa réputation, sa carrière ou simplement son intimité. Ou alors que l'homme, Hugh, ne peut au contraire que s'enrichir et être perçu comme l'ultime self-made man, un entrepreneur charismatique et être considéré comme une idole, une icône, un exemple à suivre, un but à atteindre même pour énormément de gens. Mais il y a aussi des femmes pour qui l'expérience Playboy a été ultra enrichissante. Donc tout ça n'est ni tout noir ni tout blanc. Et je trouvais ça ultra intéressant de faire mes recherches là-dessus et surtout personnellement ça m'a permis de voir l'impact que cette entreprise et que cet homme avait pu avoir sur notre société sur plusieurs générations. Et surtout c'est plutôt marrant de voir comment maintenant ils essaient de s'en sortir dans l'ère actuelle qui est vraiment opposée à ce qui pouvait se passer 50 ans avant ou même 20 ans avant, puisque dans les années 2000 ça cartonnait de ouf. Bref, en tout cas j'espère que vous, ça vous a appris des choses, que ça vous a diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou même à t'abonner si c'est pas déjà fait. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!